rendez-vous avec Arte. Et cette année, on va aller vers des formes innovantes. En tous les cas, on se tourne vers des séries courtes. Et je te laisse peut-être, Nathalie, avant de saluer et remercier tous les partenaires de ce rendez-vous. Cette série en fabrication a commencé par Occitanie Film, avec qui on l'a mis en place. Et bienvenue à tous. Nathalie Semon. Tout petit mot, bonsoir. Alors c'est vraiment très réjouissant de voir la salle quasi pleine, même oui, quasi pleine. Ce programme qui est en cours de fabrication, qui s'appelle La Vraie Vie, est vraiment un objet très intrigant. Je suis ravie que l'équipe soit là pour pouvoir vous en parler. Ce programme à venir sur Arte et ceux qui rougissent, que je vous encourage vraiment à aller voir demain, qui est vraiment formidable. Ce sont, comme l'a dit Antoine, 2 programmes issus de ce qui s'appelle aujourd'hui à Arte les créations numériques, voilà, qui sont destinés à trouver leur vie en ligne. Et qui aussi travaillent des formes d'écriture particulières, innovantes, que je vous recommande de découvrir aussi. Voilà, merci beaucoup d'être là. Karine, toi. Merci beaucoup Antoine. Merci au festival pour sa confiance et pour son invitation et son organisation. Et ici à l'Est, nous sommes heureux de soutenir particulièrement ce double programme et de l'accompagner, la projection de Kniss Island ce soir et tout de suite une rencontre consacrée à votre nouveau film, votre nouveau projet, la série La Vraie Vie, en partenariat avec Arte. Je suis aussi heureux de saluer la présence de Nathalie Semon, chargée du développement et des partenariats culturels à la direction de la communication à Arte. Alors Kniss Island, c'est un projet que l'on suit et que depuis, sur le temps long, depuis pas mal de temps déjà, avec plusieurs rencontres qui ont été consacrées à sa fabrication. Je songe notamment à une rencontre qui avait lieu à Pézenas à l'époque, aussi à Montpellier. Et le film va sortir en salle de cinéma dans 2 semaines environ. Je vous laisse la parole tout de suite, tous les 3, pour celui qui le souhaite. Comment se prépare cette sortie ? Comment elle se présente? Quelle est la réception critique espérée? C'est une question difficile, Karine. On sait pas encore en fait comment ça va se passer. On aura les salles qui pourront accueillir le film la semaine prochaine, je pense. Donc on espère que l'accueil critique, on a des échos. Je pense que ça se présente bien. L'accueil en salle, on sait que ce sera compliqué. C'est difficile de sortir un documentaire de création en salle. Donc on s'attend à une vingtaine, trentaine de salles peut-être. Il y a l'Utopia Bordeaux qui est déjà confirmé par exemple. Des dates à Montpellier, à Marseille, à Toulouse aussi. Voilà, donc il faut attendre encore quelques jours pour être sûr des salles qui prendront le film. Lorsque le film a été terminé, à quel moment il y a eu cette possibilité, cette vie, et nous on est ravis de savoir qu'il va être aussi vu sur grand écran, à quel moment s'est décidé l'accélération de cette projection, de cette sortie en salle? Ça se décide au moment où le vendeur international Square Eyes achète le film et lance sa carrière en festival. Ça a commencé en Suisse à Vision du Réel il y a à peu près 1 an. Et ensuite, on a eu la chance d'être sélectionné dans plus de 80 festivals. Et à partir de là, ça a attiré l'intérêt de Norte, donc Norte qui distribue le film sur le territoire français. Très bien. Là, à l'image, vous avez un QR code qui vous permet d'avoir des renvois sur le site, à la fois du site des films invisibles, la bande-annonce, un entretien paru sur le site du CNC, sur le catalogue du film, sur le site d'Occitanie Film. Si certains veulent en profiter, c'est maintenant. Ça marche pas avec un appareil photo, monsieur. C'était très tentant, mais je vous en prie, prenez la photo que vous souhaitez. Et je me suis amusé, Boris et Guillaume, de récupérer en allant sur votre site, sur le site des films invisibles, en bas à droite vous avez l'adresse, d'aller choper quelques actualités liées à la vie du film. Alors elles n'y sont pas toutes, certaines sont anciennes, certaines j'imagine sont caduques, peut-être qu'il y a des points de départ qui n'ont pas finalement été suivis, mais malgré tout, est-ce qu'il y a un sujet, un de vous trois, Boris ou Guillaume ou Guillaume, sur lequel vous voulez faire un petit lien hypertexte et nous dire en quoi ce moment a été important, si vous voulez le commenter? Je sais pas, là, 2017, c'est notre rencontre du coup, enfin autour du projet avec Boris. Donc nous, on est avec Quentin Lelbolch et Guillaume aux Beaux-Arts de Montpellier. Et on avait tourné un court-métrage sur le même principe. Donc par l'intermédiaire de Joachim, nous rencontrons Boris qui nous propose de faire un nouveau projet. Et on se demande ce qu'on va faire et l'idée vient rapidement de faire un long-métrage documentaire. Donc
voilà, pour le première date. Ouais, à côté, on voit aussi qu'il y a l'image d'un jeu, la résidence de création Prince Island, juin 2018. Au départ, quand on a commencé à explorer les mondes virtuels, on était sur 3 ou 4 mondes virtuels qu'on voulait utiliser. Et du coup, on était vraiment dans cette période où on découvrait des nouveaux mondes ensemble à 3. Et finalement, ce jeu s'est pas retrouvé dans le film à la fin, mais on est passé aussi dans ce monde-là. Et, ouais, il y a eu une bonne période de recherche de jeux, quoi. Ouais. Et le début de tournage, normalement c'est à Vézénobre, donc pas très loin d'ici, et le film s'est fabriqué entre Alès, Vézénobre, Montpellier. Donc c'était aussi important, je pense. Ok. Tu as parlé, Boris, de la vie en festival. Et c'est vrai que, et merci à toi et à l'équipe des Films Invisibles de nous envoyer régulièrement les informations sur la vie du film en festival, parce qu'effectivement c'est assez vertigineux quand on se rend compte de la vie de ce film un peu partout dans les 5 continents, j'imagine, pas loin. Et pour nous, c'est très précieux d'être au plus près de ces étapes après la réalisation du film. Vous savez qu'ici, en région, il se tourne beaucoup de films, entre 80 et 100 films par an, dont à peu près 70% qui sont aidés par la région et le CNC. Et parmi ces dizaines de films, environ 40 documentaires. Et on rappelle souvent ici qu'il y a des tournages de fiction, et on s'en réjouit, on se réjouit tout autant, bien sûr, qu'un documentaire produit ici, comme l'a souligné Antoine dans sa présentation, rayonne ainsi dans le monde entier. Alors ce n'est pas exhaustif, j'imagine, mais malgré tout, là aussi, même exercice que pour les actualités, est-ce qu'il y a certains festivals sur lesquels vous voulez nous faire un petit arrêt pour nous dire quels sont ceux qui ont provoqué, qui ont facilité des rencontres au bénéfice de ce projet, du Prince Island, et peut-être du suivant? On est rien épine pour des voyages. Franchement, le plus important quand même, je dirais que c'est Vision du réel en Suisse. Ça me permet d'utiliser mon super gadget. Voilà, celui tout en haut à gauche, c'est le premier. C'est pas le meilleur logo, mais c'est un des meilleurs festivals. Ouais, et puis on a eu un accueil qui était superbe là-bas. C'était une petite sélection. Il y avait quoi, 12 films dans la compétition Burning Lights. Ouais. Et en fait, on a eu le prix là-bas. On a eu aussi le prix de la critique internationale. Donc en fait, ça nous a bien lancé, je dirais, pour la suite après. Non, puis c'était une expérience complètement folle, parce que nous, c'est notre premier long métrage, on le sort ensemble, notre premier festival, et on a 2 prix, donc en fait, c'est assez extraordinaire. Ouais. Après, on peut être classé par les meilleures soirées, peut-être. C'est à l'Est, là-bas, regarde. C'était bien aussi. Donc c'est vraiment très très bien. Non, mais les dates importantes, c'est les 2 premières en France, c'est La Roche-sur-Yon et Premier Plan. C'est la première fois que le film est montré à un public français. On était un peu nerveux de ça aussi, parce qu'il a majoritairement voyagé à l'international. Donc ça, c'était en novembre et en janvier, si je ne dis pas de bêtises. IDFA à Amsterdam, qui est là où on a rencontré notre vendeur, qui est le gros festival de documentaires de création. Et je citerai peut-être pour finir les RIDM à Montréal, où on était avec Ekiem présent, et on a reçu le grand prix du festival dans une compétition internationale. Et est-ce que vous avez constaté des réceptions différentes en fonction des manifestations, des pays? Ouais, clairement. Par exemple, si on prend Camden, c'est au nord-est des États-Unis. Il y avait un public qui était beaucoup plus... qui rigolait énormément. Et en fait, d'habitude, on sort pendant les diffusions, parce qu'on a regardé le film 200, 300 fois. Et là, en fait, on ne pouvait pas s'arrêter de rester, parce que c'était... il y avait une réaction de public qui était très forte. En fait, à chaque festival, c'est toujours très très différent. Mais, je pense qu'il y a un truc avec les gens qui ont la langue anglaise native, quoi. Qui en fait sont pas obligés de regarder les sous-titres, sont plus plongés dans les images directement et captent un peu plus certaines subtilités qui sont plus dures à avoir quand on n'est pas anglophone. Donc, ouais. Et il y a Yamagata, c'est au Japon du coup, quand même le berceau des jeux vidéo. Et là-bas, on m'a beaucoup posé de questions sur qu'est-ce que j'aimais de la culture japonaise. Et le fait d'amener un film dans les jeux vidéo là-bas, c'était aussi quelque chose pour eux qui était important culturellement. Donc, on comprend aussi par vos réponses que vous avez eu la chance de l'accompagner à plusieurs reprises. On sait que parfois les manifestations cinématographiques ne peuvent pas inviter les équipes, mais là ça a été le cas à plusieurs reprises pour vous. Souvent c'est genre une personne ou 2, et puis nous on se départage comme ça un peu les sessions. Donc, voilà. J'ai vu sur la page Facebook de Boris que c'est souvent lui en fait. Boris va partout. Et dans ces manifestations, vous projetez accompagner le film terminé récemment. Est-ce que ça a été aussi l'occasion de parler du projet à venir?
Ça l'a été une seule fois à New York. On était il y a une dizaine de jours. Avec Hakem, on a pu présenter la série, mais c'était pas du tout comme ce que tu fais aujourd'hui, Karim. C'était beaucoup moins bien. C'est pas fini, hein. C'est pas fini, oui. On l'a fait qu'une seule fois. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la qualité esthétique de ce qu'on voit. On peut aussi s'amuser. Pour ma part, moi j'aime bien celui-ci, à Sydney, puis j'aime bien celui-ci aussi. Voilà, je sais pas si... On n'y est pas allé là-bas. C'était trop loin. C'était beaucoup trop loin. Comme un journal anonyme, je précise aussi que Par contre, c'est de loin de ce que je fais faire. Par contre, il y a les personnages de notre film qui sont allés voir le film à Sydney. Donc en fait, ce soir, si vous venez voir le film, il y aura un couple que vous allez pouvoir voir, que vous allez rencontrer. Et ils sont allés à Sydney en tout cas, ils sont retournés à Sydney pour habiter. Et ils ont vu le film là-bas, incognito. Parce qu'ils ne voulaient pas montrer leur vraie identité. Ouais. Ils voulaient rester... Et aussi, on a rencontré un des personnages du film pour la première fois à Eridem à Montréal aussi. C'était une expérience assez folle. Qui l'a vu, Isaïman? Quelques-uns. Okay. Les autres vont les découvrir, j'imagine, tout à l'heure, ce soir au cinéma. Et si vous voulez, pour ceux qui le découvrent, on peut en voir le teaser, comme on dit aujourd'hui. Don't shoot! Don't shoot at my documentaries. Don't shoot, please. What's your name? An interview about what? We are looking forward to meet you and talk about your way of surviving here. Do you know how to navigate via the stars? No. Look at the Big Bear. I see Cassiopeia straight ahead. It's really beautiful here at night. Do you think the groups here are trying to mimic the way the humans are behaving in the real world? We live in Berlin. That's kind of nice to come into this game and see some fake wilderness and just sort of roam around. Hello? Anyone down there? Sometimes this world can feel less than the real one. That's why we're all here. It's what draws us back in. The whole thing is a social experiment. I can see a couple of trees. It's raining. It is -14 outside. I live in Canada. That's cool. Southern Finland is locked down from the rest of the country. There's not a lot going on here except me and my computer. It's a hot night. I'm at my homework desk. Hopefully you cannot hear my child crying. He's asleep. Give me your definition of the term in real life. En lisant et en écoutant vos entretiens, à vous deux, à vous trois, en lisant aussi vos dossiers de présentation des films, on découvre aussi les films et les artistes qui comptent pour vous. J'en ai réuni 4 à l'image, pardon pour le choix un petit peu subjectif. Est-ce que vous voulez nous dire un petit mot d'un de ces extraits ou de ces 4 extraits, en quoi c'est un univers dans lequel vous vous sentez familier, et en quoi ça peut être aussi des sources d'inspiration peut-être, ou de cousinage esthétique, artistique ou autre? Je pense qu'on a vu le film d'Alain Della Negra, The Cat, The Reverend and the Slave, quand on a tourné Marlowe Drive, donc la dernière année de nos études aux Beaux-Arts à Montpellier. Et on s'est un peu retrouvés autour de ce film parce qu'on avait déjà le projet on était en train de faire Marlowe Drive, donc le film, déjà un film dans un jeu et documentaire. Et donc de découvrir son travail à ce moment-là, c'était intéressant parce qu'il a filmé des joueurs de Second Life. Donc à la fois dans l'univers du jeu, dans leurs appartements virtuels, etc. Et aussi chez eux, dans la réalité. Et donc il y avait cette dualité-là très présente et le film parle clairement un peu il y a des enjeux communs en tout cas avec le nôtre et je pense que c'était une source d'inspiration. Et puis on l'a rencontré ensuite quand on faisait le dossier pour Needs Island. Et c'était une bonne rencontre. Ouais. Et on a failli d'ailleurs écrire la série avec lui aussi. On lui avait proposé d'écrire des épisodes. Ça s'est pas fait finalement, mais ça aurait pu être... Celui-ci, qu'est-ce qui vous... The Act of the King, ce qui vous intéresse? En fait, quand on tournait, on a regardé pas mal de films ensemble, plus ou moins aléatoirement, mais moi je pense que j'avais vu ce film-là et ce qui m'avait frappé, c'était une méthode d'écriture de documentaire que j'avais pas forcément vue, puisque c'est des personnages donc, documentaires à qui on demande de réinterpréter leur propre rôle. Donc certainement on en reparlera après avec la série, que c'est plus l'enjeu, mais
il y a quelque chose avec le fait de jouer un rôle, de se voir jouer, qui est très similaire à l'expérience du jeu vidéo, donc de la simulation, et en même temps c'est une histoire assez horrible puisqu'il s'agit quand même de massacres de personnes aux Philippines, c'est ça ? En Cambodge. Non, c'est pas en Cambodge, c'est en Indonésie. En Indonésie. Et donc, qui est une situation très très dure, on va dire, avec voilà, des gens qui ont exécuté des personnes et qui se retrouvent être un peu des stars en fait là-bas. Et qui digèrent pas du tout en fait cette histoire, en tout cas d'apparence, ils n'ont aucune réaction à ça, aucun remords on va dire. Et voilà, donc le film traite de ça et il y a beaucoup de mise en scène avec des genres aussi de théâtre forum un peu avec ces personnages-là. Et c'est ce qui nous avait frappé dans ce film, qu'on a revu tous les trois au tournage et qui je pense nous a marqué. Je fais amende honorable. Les survivants et le travail de Nicolas Bailleul, pour ma part, je ne le connais pas. Comment vous le connaissez? Ce qui vous intéresse aussi? Les survivants, on a appris l'existence du film assez rapidement, pendant qu'on était en train de fabriquer le nôtre. Parce que de toute manière, on voulait vraiment se renseigner aussi sur qu'est-ce qui était en train de se passer autour de nous. Forcément, c'est toujours un peu impressionnant de savoir s'il n'y a pas des gens qui sont aussi dans la même démarche que nous à ce moment-là. Et ouais, les survivants, c'était une des premières références aussi qu'on avait, qui était beaucoup plus actuelle. Moi, j'ai revu le film il n'y a pas longtemps à Marseille d'ailleurs, et je l'ai trouvé très, comment dire, très unique, très personnel, assez sombre aussi. Je pense que c'est quand même une partie. Donc là, en fait, sur les survivants, différemment de notre film, on se retrouve dans un jeu où c'est une partie qui dure un certain temps, dans lequel Nicolas essaye d'aller créer du contact avec d'autres personnes. Puis ensuite, il les amène en dehors du jeu. Donc il la rencontre dans le jeu, puis ensuite il les amène en dehors du jeu. Et il se parle sur Skype, enfin, voilà, sur Discord. Et il se raconte un petit peu quelle est la vie de ces gens en fait, dans leur chambre, où est-ce qu'ils habitent, etc. Avec ce rapport un peu... ouais, il y a quelque chose d'assez triste aussi, avec l'endroit où ils habitent et ceux qui font de leur vie et le jeu vidéo. C'est aussi un des projets qu'on a vu, je pense, qui est le plus proche de ce qu'on a fait, parce que il y a des questionnements qui sont similaires, donc ce rapport à une espèce d'ultra-intimité, alors qu'on est complètement anonyme dans un jeu, finalement on se révèle peut-être à dire des choses qu'on ne dirait pas dans le réel, etc. Donc il a quand même arpenté un peu les mêmes terrains. Donc c'est pas du tout le même jeu, effectivement, mais dans les intentions, en tout cas, ouais, il y avait plein de transversales. Chris Marker revient aussi régulièrement aussi dans des échanges que j'ai pu voir ou lire. Donc là, exercice très compliqué. 2 minutes sur Chris Marker, c'est jouable pour vous. Donc là, ce sont quelques images sans son, pardon, faut pas le dire. Et l'évocation de Second Life avec juste quelques secondes extraites du film des Ardennes de Plage d'Agnès. Là aussi, qu'est-ce que vous aimez tant, qu'est-ce qui vous attire tant dans le cinéma de Chris Marker? C'est le côté pionnier et précurseur. Je pense qu'on a tous et toutes découvert Sans Soleil assez tôt. Mais le film tout à droite, du coup, Ouvroir, c'est un film qui fait à la toute fin de sa vie. Je crois qu'il a entre 90 et 92 ans. Et il a la conscience, la préscience qu'il va se passer quelque chose dans les mondes virtuels. Alors il va dans ce jeu qui s'appelle Second Life, qui est une simulation de vie. Il va y acquérir une île et il va y tourner son dernier film d'une demi-heure où il suit son petit avatar de chat qu'il aime tant et auquel il a déjà consacré un documentaire. Et imaginez un homme de 92 ans comprendre qu'il y a un imaginaire qui est en train de se développer, de se générer, qu'il faut aller y jeter un coup d'œil, pour moi c'est fascinant. Et quand j'ai vu le premier court-métrage de Guillaume, Quentin et Kiem, j'ai retrouvé cette notion de pionnier en fait. Quelque chose est en train de se passer, on va aller voir ce qui se passe et on est les premiers à en ramener des images. Et c'est un peu ce qu'avait commencé à faire Chris Marker. Pionnier, pourquoi? Tu veux bien développer? Parce qu'à cette époque-là, il y a très peu de travaux dans le champ du jeu vidéo et des mondes virtuels. Il y a ce qu'on appelle des machinémas. Donc en gros, on joue sur un ordinateur ou sur une console de jeu et on va venir capturer l'écran de l'ordinateur pour en fait montrer ce qu'on est en train de voir à travers la vision de son avatar. Et il y a des gens qui mettent en scène des fictions, donc qui vont dans des jeux comme celui-ci, GTA, et qui se filment en train de jouer des histoires. Donc ce sont des mondes ouverts, c'est des jeux qu'on appelle bac à sable. Il n'y a généralement pas d'histoire à suivre, pas d'histoire prédéfinie. Vous êtes libre de vous déplacer dans un jeu. Ah voilà, très bien. Elle le dit sans doute mieux que nous. Mais en gros, on est libre de se déplacer dans un jeu dont
dont on est le héros, et donc toute l'histoire est à construire par la rencontre avec d'autres joueuses et joueurs. Et quand je vois leur premier film, quand je découvre Marlowe Drive, c'est la première fois qu'il y a un regard documentaire où des gens vont prendre le temps de s'intéresser aux joueurs et joueuses qui peuplent ces univers et vont produire ce qu'on appelle du cinéma direct, donc partir à la rencontre caméra au point. La caméra au point, c'est en fait la vision de l'avatar, du personnage, pour aller documenter ce qui s'y trame. C'est drôle parce que j'ai l'impression que nous, quand on a commencé, alors en tout cas, ça sonnait un peu comme une blague, en fait, l'idée à la base de se dire, bon, ben, on va essayer de faire un peu le pire documentaire possible, dans le sens où rien n'est réel, en fait. Comment trouver un endroit qui est le plus irréel possible et quand même arriver à y faire un documentaire, c'était ça l'enjeu. Après, moi, sur le terme de pionnier, mais ça, c'est un débat aussi qui est possible, moi, je me sens pas vraiment pionnier, mais j'ai l'impression que tous les joueurs et joueuses qui sont dans ces univers-là, eux le sont inconsciemment. Et nous, l'idée, c'est vraiment d'essayer de rapporter ces existants-là, de leur laisser un temps de parole à eux pour qu'ils puissent s'exprimer sur leur existence virtuelle. Et ça, ouais, c'est quelque chose, en tout cas, ouais, que j'avais pas trop vu et que j'avais envie de voir. Je considère qu'un peu, des fois, quand on crée des trucs, c'est aussi parce qu'on a envie de les voir. Et je pense qu'à ce moment-là, tous les trois, on avait très envie de voir un objet autour de ça et de s'y intéresser. Alors qu'on était un peu étranger quand même à cet univers-là. Donc, on jouait au jeu, on connaissait le jeu vidéo, mais ce jeu dans lequel on tournait, on ne le connaissait pas. On l'a appris à y jouer pour le film et tout ça. Donc, il y a l'illusion d'être pionnier pour nous, je pense. C'est bien, prenez-le, c'est bien, pionnier sur un CV, c'est formidable. Je ne doute pas que beaucoup dans la salle sont familiers des Machinima, mais à toute fin utile, hein, pour les rares personnes qui découvrent aujourd'hui peut-être ce genre. On voit aussi une définition posée par Claire Châtelet, c'est un extrait d'un article des actes d'un colloque qui a eu lieu à Grenoble, et à gauche vous avez une image d'elle, Claire Châtelet, en enseignante de l'Université de Montpellier. Donc voilà, si on peut la lire rapidement, le terme Machinima renvoie à une pratique qui consiste à réaliser un film d'animation dans un environnement virtuel tridimensionnel ou dans un jeu vidéo généré en temps réel. Il s'agit donc de simuler les techniques traditionnelles de réalisation filmique à l'intérieur même d'un espace numérique interactif pour obtenir un film linéaire. Cette simulation peut se produire de différentes manières, mais elle survient le plus souvent par détournement du moteur logiciel du jeu vidéo. Le film ainsi obtenu est lui-même défini comme Machinima. Le terme désigne donc tout à la fois une forme, un genre, une technique de production, une pratique. J'ai souvenir, Boris, à la rencontre au Sunnyside et à La Rochelle, que tu avais sous la main un autre ouvrage pour donner une autre définition de Machinima, mais j'imagine qu'elle recoupe en partie celle-ci. Ouais, c'est pour la même chose. Le terme, je crois qu'il est créé en 95 ou 96, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est très récent. Oui. Et surtout, ces œuvres sont montrées sur Internet, mais elles n'existent pas dans le champ de la production tel qu'on le connaît, au cinéma, à la télévision, et c'est qu'à partir de... Peut-être, on n'a pas parlé du film d'Ismaël Chandoutis, tu avais mis Malbec, mais c'est son film précédent, Swatted, qui est un des premiers courts-métrages à connaître un succès. Et on peut dire que Need Silent, c'est peut-être le premier film qui se tourne intégralement dans un jeu vidéo et qui est vu ensuite en festival et bientôt en salle. Ça, on en reparlera après, mais c'est aussi pour des questions de droit. C'est-à-dire qu'on tourne dans un jeu vidéo qui ne nous appartient pas et les développeurs ont des droits dessus et généralement, ils ne laissent pas les documentaristes s'en approprier et produire un commentaire. On revient tout petit peu en arrière pour voir là aussi et voir la filmographie complète, si je puis dire, quelques secondes de ce film et qui marque votre rencontre. On est en 2017. We came to Los Angeles for particular reasons. We are looking for someone to do an interview. Who? We don't know yet. We will be okay, whatever it comes. The only thing is that they must have a microphone and something to tell about this place.
note 2 extraits, on va passer qu'un seul extrait, celui du dessous, d'une rencontre avec vous au Festival de Brive, c'était en 2018. Et vous répondez à la fin de l'intervention par ces remarques-là, et vous pourrez dire la suite si vous voulez bien. Vous comptez faire un autre film sur un autre jeu, mais en étant dans le même contexte? On est en train de travailler là sur un prochain projet, donc toujours tous les 3. Et on travaille sur d'autres jeux. Et on travaille sur pas seulement un jeu en fait. On va essayer de parler de la chose avec un peu plus de recul et de pouvoir avoir plusieurs jeux. En 2018, quand vous répondez à la question quel est votre nouveau projet, à ce moment-là, vous pensez à Pixel Silent? Ouais, c'est ça. C'est ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est qu'il y avait plusieurs jeux à un moment donné, donc là on était dans une phase où on explorait, on cherchait un peu quel support pouvait accueillir le projet, quoi. C'est aussi, en fait, on avait vraiment besoin d'un jeu où tu pouvais incarner un avatar, parler avec cet avatar. L'avatar bouge les lèvres, retransmet ta voix, et c'est spatialisé, c'est-à-dire qu'il faut aller voir, il faut aller se déplacer pour aller rencontrer l'autre avatar pour pouvoir se parler. Donc en fait, il y a une installation, il y a c'est une simulation réelle de conversation, de rencontre. Ouais. Donc là, au début, on est perdu. On va dans plusieurs jeux, on sait pas qui sont nos personnages encore, on ne sait pas, même si le jeu nous intéresse aussi dans ses fonctionnalités, parce qu'il y a des choses aussi à dire avec. Et en fait, au fur et à mesure, je crois que c'est du coup SD Tech à Alès pendant 2 semaines. Et là, c'est la première fois où on est payé pour jouer à des jeux. C'est un moment qui est assez bizarre, franchement. Et ouais, au fur et à mesure, on a commencé à rencontrer des gens qui nous ont vraiment touchés, qu'on a trouvé vraiment intéressants dans DayZ, qui finalement sera le seul et unique jeu utilisé pour le film. Donc, ce qui fait un processus long juste aussi, c'est qu'il faut imaginer que nous, notre scénario à la base, notre histoire, c'est quand même, on refait une équipe de cinéma dans un jeu vidéo et on essaye de faire un documentaire. Et il n'y a pas vraiment beaucoup plus au tout départ. Donc du coup, l'idée au début, c'est vraiment d'explorer tous les lieux possibles et de trouver celui qui convient, quoi. Et un petit peu plus tôt dans cette rencontre à Brive, vous nous expliquez aussi que Mulholland Drive était lié à cette exposition qui avait eu lieu à l'AC en tant qu'étudiant diplômé de l'École des Beaux-Arts de Montpellier. Et là aussi, comment ce travail était entré en résonance avec cette exposition? C'était assez... Enfin, on en a beaucoup parlé parce qu'en fait, au début, on commence à fabriquer le film et puis on apprend qu'il y a une exposition sur Mulholland Drive qui va arriver bientôt. Et je sais pas, on parle de ça ensemble et puis on se dit, mais c'est marrant, il y a quand même pas mal de choses entre ces doubles identités, enfin voilà, comme des personnages qui ne sont pas toujours les mêmes alors qu'ils incarnent le même corps. Des non-lieux aussi. Voilà, on trouvait dans le cinéma de Lynch. Ouais, des temporalités. On aimait beaucoup le raccourci, qu'en fait, à un moment donné, qui transforme complètement le film. Et puis, on a décidé de reproduire. Par exemple, en fait, dans Marlowe Drive, il y a des passages de cette représentation de ce raccourci. Qu'est-ce qu'on y trouve? En fait, on y trouve des multiples avatars, des personnalités, des alter ego, ce genre de choses. Puis on avait décidé de tourner dans GTA V, qui est une reproduction de Los Angeles, et dont Mulholland Drive a été traduit par Marlowe Drive, en fait. Donc, Marlowe Drive, c'est l'avenue Mulholland Drive du jeu vidéo. Donc il y avait un lien un peu direct aussi. Comme ça. Donc on s'est un peu glissé dans cette exposition comme ça, et ça nous a aussi servi d'éléments artistiques, je dirais. Je sais pas, c'est comme une sorte de référence qui a un petit peu aussi fictionnalisé ce premier documentaire. Voilà, il y a un petit peu des éléments documentaires, des éléments plus poétiques de fiction, je dirais. Dans les films invisibles, comme l'a rappelé Antoine, sa présentation est une société de production installée ici en région, précisément dans les Cévennes. Il y a à peu près plus de 80 sociétés de production sur l'ensemble du territoire en Occitanie. Et c'est aussi une région très active sur le jeu vidéo avec ses 125 entreprises. Et on se réjouit, on est très heureux à la fois pour les Césars obtenus par Chien de la Casse de Jean-Baptiste Durand et pour le court-métrage L'attente, la l'histoire. Et heureux aussi pour l'ensemble des Pégases reçus par les sociétés installées en Occitanie, dont celui du meilleur jeu vidéo pour un disque installé à Toulouse. Et j'espère aussi à nous aussi à faire en sorte que votre travail
vos préoccupations, ce que vous faites aussi, provoque aussi des rencontres avec ce tissu professionnel, et je ne doute pas qu'il y aura des bonnes occasions aussi pour pouvoir échanger avec ces personnes qui passent leur journée, eux, dans les jeux vidéo également. La vraie vie, film en fabrication, donc en prenant du temps pour parler à la fois de l'écriture, de la production, de la réalisation, et précisément où vous en êtes aujourd'hui, et aussi rappeler que tout au long de l'année, il y a le plaisir aussi d'échanger avec différents professionnels, dont Nina Ford, Yael Fogel, Anaïs Bertrand, encore une fois, de leurs films en préparation, et d'inviter le public à découvrir ces différentes étapes, et que ce soit aussi un rendez-vous tacite à l'avant-première, ici, de la série en fabrication avec vous. Ici, à l'image, il y a à la fois ce qui accompagne le dossier, si je puis dire, et puis un début de générique qui l'accompagne. Est-ce que vous voulez le commenter? Quelles sont les personnes en plus? Le montage de son, maintenant vous savez qui le fait, mixage, et où vous en êtes précisément de la vraie vie? On en est en montage, donc on a tourné pendant 8 semaines, 10 semaines 8 semaines. 8 semaines. Qu'est-ce qui change Arte? Non, Arte, c'est toujours là. Oui, montage son, Josefina Rodriguez, mixage, Mathieu Farnarier. Pour la même équipe qui a participé au premier film, on a une hésitation sur le nombre d'épisodes, on ne sait pas si on va faire 5 ou 6. C'est destiné à... 6, c'est aussi 18 minutes on est en train de réfléchir à la durée. On est en montage, il nous reste 1 mois et demi de montage à peu près. On va discuter avec Arte de la finalité à donner. Mais voilà, on s'approche de la fin. Peut-être on peut repréciser aussi le tout départ de ce projet-là, c'est-à-dire que donc on est en train de tourner Nits Island, donc le long métrage, et on décide de prendre 4-5 jours pour faire une expérience, parce qu'on fait plusieurs expériences dans ce tournage qui est assez long. Et l'une d'entre elles, c'est d'aller dans un autre jeu où les gens font du jeu de rôle et d'y amener un comédien professionnel pour le faire se confronter à ce monde-là, d'être autour de tous ces gens qui jouent des rôles et lui d'y aller sans lui proposer un rôle fictionnel et en lui disant ok, on va faire un documentaire sur un comédien qui essaye de jouer un jeu qu'il ne connaît pas. Et donc on tourne pendant 4 jours et à partir de ces 4 journées de tournage, on fait un petit montage. Et là, on se dit, ok, il y a quelque chose qui se passe, par contre, ça colle pas du tout avec l'univers qu'on veut développer dans Nits Island. Donc, automatiquement, l'idée nous vient de se dire, bon, faut faire peut-être un autre projet pour plus tard avec. Et c'est ce qui devient maintenant la série. Et à l'image, il y a 4 extraits du synopsis, qui n'est pas très long, qui fait 2 pages dans le dossier, mais là, ce sont juste ces extraits. J'ai l'impression qu'en faisant ces petits focus, est-ce qu'on est à l'essentiel du synopsis? La série, donc le format il peut évoluer, le jeu dans lequel vous êtes est cité, Victor est comédien, tu viens de le dire, le sujet documentaire, et puis la satire sociale du travail, la vraie vie est une série humoristique aussi, qui documente dans un style proche du cinéma direct la réalité d'un espace hors norme, un univers teinté d'absurde, qui préfigure peut-être nos rapports sociaux du futur. Ça relève, c'est du synopsis, et ça relève aussi de l'intention. Est-ce que vous l'avez toujours gardé ça, et est-ce que c'est très présent toujours? Ouais. Moi, je dirais carrément. Oui, peut-être dire que là, dans Nits Island, on s'intéresse à une communauté de joueurs et de joueuses internationaux, enfin qui vivent sur les 4 coins du globe. Ici, on est sur un serveur français, donc on va aller voir un petit microcosme, une petite communauté d'une centaine de joueurs à peu près qui jouent en même temps. Et donc la série est en français. Oui, je pense qu'il y a tout ce qui est là dans la dernière partie, c'est aussi super important parce qu'on s'en est rendu compte aussi en tournant Nits Island que finalement les jeux, le fait d'être un avatar, de se voir jouer, et tout ça était extrêmement symbolique. Donc il y a tout un tas de choses qui apparaissent à l'écran quand on filme, qui sont de l'ordre de la caricature déjà. Donc il y a quelque chose de drôle qu'on a moins exploité dans Nits, qui est un film un peu plus poétique, même s'il y a des moments d'humour carrément. Mais la série, on a essayé de la focaliser là-dessus, puisqu'on se retrouve avec des gens qui vivent dans une espèce de reproduction de notre société. Et c'est un peu un simulateur de job. Il y a Pôle emploi, les gens peuvent être pompiers, policiers, et puis on dirait un peu un village Playmobil comme ça, où finalement les gens reproduisent ce qu'ils projettent être la société, ou ce qui est la société. Et donc il y a cette idée presque, je dirais, de pastiche en fait de la société plus, même qui
en fait profondément drôle. Il y a des choses qui peuvent être plus tristes à l'intérieur ou plus grinçantes, mais on a décidé de faire quelque chose de comique. Et le choix du comédien, c'est donc Thoracia, un comédien qu'on connaît bien. À l'image, vous avez la bande démo, qui est un montage d'extraits de films dans lequel il joue et qui permet aussi de valoriser, d'envoyer aux responsables de casting pour des rôles potentiels et de voir aussi l'étendue, la palette de ses jeux, de ses emplois. Comment s'est faite la rencontre avec Victor Assier? La parole est à Guillaume qui a un temps de parole légèrement en dessous de Mais c'est pas un problème. C'était mon coloc à la base, pour ça j'allais. Ouais, il a plus de liens avec Ekiem. Effectivement, tu l'as connu en premier, Victor. Moi, je l'ai connu je l'ai connu un peu avant, peut-être à une soirée ou deux. Mais quand il est arrivé sur le tournage, je l'ai vraiment découvert. Un petit peu. Je pense qu'en fait, quand il est venu, du coup, en 2020, donc quand on a commencé à tourner le truc, on l'a ramené à la gare, il était ailleurs. Enfin, il était choqué de l'expérience qu'il a eue, qu'il venait de vivre dans ce monde, qui est un monde qui est quand même assez violent aussi, parce que voilà, c'est une société contemporaine, mais très caricaturale. Donc en fait, on en reçoit toute l'essence, et souvent une essence assez dure, je veux dire un peu mauvaise, quoi. Et donc il était très perdu. Et là, pour ces 6 semaines de tournage qu'on a eu à l'automne, j'ai encore appris à le connaître différemment. Et c'est vrai que le travail de documentariste, en faisant agir un acteur, pose plein de questions hybrides qui nous ont beaucoup intéressés, de savoir qui était vraiment Victor à plein de niveaux, c'est-à-dire quel est son personnage, mais qui il est lui aussi réellement, et quel est son travail et quel est son intime. Et maintenant, je dirais que je le connais très bien. Non, mais du coup, ouais, moi je l'ai connu en colocation à Montpellier, et il était au conservatoire de théâtre là-bas, et effectivement, ça me rappelle ce que tu dis, les premiers moments de tournage, c'était un moment un peu perturbant, et puis il y a eu le Covid aussi en même temps après, et quand il est rentré, après, il m'a dit, moi j'arrête d'être comédien, je vais passer un CAP boulangerie, je vais faire autre chose. Donc ça l'a aussi déplacé, et je pense que quand il est revenu, c'était intéressant aussi de voir comment il avait évolué. Et c'est pas évident de déplacer un acteur, c'est-à-dire de lui dire de ne pas faire l'acteur. Et c'était aussi un des enjeux de la série. Maintenant, t'es un avatar dans un jeu, mais il y a aussi une satire de jouer la comédie, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire de jouer un rôle, etc. Donc c'était, je pense, une expérience assez forte pour lui. Puis c'est aussi de lui demander, est-ce que tu peux exister là-bas ? Est-ce que c'est possible pour toi, en fait, d'y intégrer ta vie, en fait ? Et ça, c'était aussi les premières intentions, c'est... Est-ce que vous, moi, etc., on peut aller dans le virtuel et exister? On va le voir dans 2 extraits rapidement, mais je m'interrogeais aussi sur est-ce que La Vraie Vie sera son nouveau film dans sa filmographie? Oui, j'imagine. Ouais, en tant que je sais pas si premier rôle. Oui, je sais pas s'il le rangera au rayon documentaire ou fiction, mais c'est ça qui est très particulier, c'est qu'on demande à Victor de venir dans un jeu jouer son propre rôle là où tous les autres joueurs et joueuses jouent un rôle. Donc ça le rendait complètement fou. Victor, il savait pas s'il devait jouer une version de lui-même. Et ce qui nous intéressait, c'était son parcours, le fait qu'il soit acteur, qu'à ce moment-là de sa vie, il en est un petit peu marre, et on lui dit en quelque sorte, Victor, viens dans le jeu, c'est une nouvelle expérience pour toi. Et on va voir ce qu'il en sort. Mais on demandait à Victor de dire la vérité. C'est-à-dire quand il se présentait aux joueurs et aux joueuses, beaucoup de joueurs en l'occurrence sur ce jeu-là, il était Victor Assier, il donnait des éléments de sa vraie vie, là où toutes les autres personnes inventent une histoire à mesure qu'ils jouent. Et ça, c'était très perturbant pour Victor. Ouais, son contrat, c'était d'être direct avec les gens le plus possible, ce qui n'était pas évident. Hein. Donc à plein de moments, il fallait le replacer pour qu'il soit le plus direct possible. En n'étant jamais allé à Pays-en-Mer, je ne l'ai pas reconnu de fait, mais donc ce que vous nous dites, le jeu est une reproduction d'une portion de l'île. Ouais, c'est des joueurs qui ont une passion en fait à reproduire la réalité, hein, clairement. Donc là, il y a une équipe de 10-15 joueurs qui récupèrent ce jeu Arma 3, dont les développeurs ont laissé des outils pour pouvoir y intégrer ses propres éléments. Et là, ils passent 1 an en fait, à coder tout ce petit monde pour que les systèmes comme Pôle emploi, les systèmes comme être mécanicien ou être
chef d'entreprise puisse être possible et en fait représentatif, dans le sens qu'il y a des vrais systèmes qui amènent à ce que l'immersion en fait, de son jeu de rôle puisse être plus cohérent et plausible. Et ouais, en fait, il y a une passion de ces joueurs pour la reproduction du réel. C'est d'ailleurs quelque chose qui nous a beaucoup questionné. C'est ce qui est drôle en fait, c'est que ces jeux, c'est même plus des jeux en fait, c'est des communautés de joueurs qui s'accaparent un jeu, qui le modent, qui créent leur propre jeu à l'intérieur de celui-là, donc c'est particulier. Alors on va voir tout de suite un extrait. Vous vous appelez comment? Guigui. Et vous? Ok. Je m'appelle Victor, je suis comédien et je viens d'arriver. Ok. Et vous cherchez du travail du coup? Ouais, j'aimerais bien trouver du travail dans ma branche. Ah. Et vous faites quoi comme métier? Moi je suis patron de Face Repair, monsieur. Le garage qui est à Blamont. Ah bah en attendant de trouver un boulot dans ma branche, est-ce que je pourrais peut-être travailler dans votre entreprise? Pour le moment je recrute pas malheureusement. On est déjà bien rempli, bien complet, donc n'hésitez pas à revenir d'ici une semaine ou deux s'il y a quelques places qui se sont désistées, ça sera avec plaisir que je vous ferai passer un entretien. D'accord, vous êtes sûr, il n'y a pas une petite place pour moi? Certes, vraiment désolé, mais je peux pas me permettre d'embaucher plus que ce qu'il en faut. Je pourrais embaucher 30 personnes, mais au bout d'une semaine, je serais obligé de mettre la clé sous la porte parce que je pourrais pas payer tous les salaires, vous voyez. Savoir rester raisonnable. C'est dur votre boulot? Ah, nos amis de la gendarmerie. Bah disons que moi maintenant c'est un peu plus calme puisque je fais vraiment que de la gestion, mais quand il fallait que je mette les mains dans le cambouis, ouais c'est un boulot qui est quand même assez dur parce qu'il faut être assidu, sérieux, un travail qui demande beaucoup sur son temps personnel, vous voyez, donc faut faire ça vraiment très sérieusement. Vous chantez quelque chose? Ah, si vous chantez bien, pourquoi pas. Ok, c'est du Schubert. Allez-y, faites-vous plaisir. Mais le Schubert, c'est pas... il jouait des instruments, non? Oui, mais il a écrit de l'opéra aussi. Enfin, du chant lyrique. Allez-y, je vous écoute. Fremd bin ich eingezogen, fremd sie wieder aus. Der Mai war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Männchen sprach von Liebe, die Mutter gar von Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von Ça vous plaît? Eh bah franchement, vous avez un putain de talent, hein, monsieur. Merci, c'est gentil. Vous êtes vraiment doué. Peut-être que vous pouvez parler de moi autour de vous. Dites, c'est quoi votre nom? Redites-moi. Victor, c'est ça? Ouais, Victor Haché de mon nom. Mais on peut m'appeler Vivi aussi. Bon bah écoutez, je vous souhaite... merci beaucoup. Je saurais vous recommander si jamais j'entends quelqu'un qui cherche un chanteur pour animer un spectacle ou autre. Ça peut être... ça serait vraiment très intéressant que de vous écouter même plus longuement. Super, merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt. Est-ce que c'est clair pour tout le monde comment ce qu'on vient de voir, quel était le processus de fabrication? Monsieur Guillaume Boulanger, une question. Voilà. Donc les habitants devant vous. Moi j'ai une question. En regardant cet extrait-là, je me suis demandé qui est-ce qui changeait qui avait le pouvoir de changer l'angle de prise de vue, le raccord sur le tableau de bord, le plan extérieur sur la voiture. Est-ce que c'est celui qui conduit? Est-ce que c'est votre acteur?
ou est-ce que c'est automatique, ou est-ce que c'est vous? C'est notre caméraman. En fait, ce qu'on voit à l'image, c'est les points de vue des avatars. Donc n'importe qui peut filmer comme ça à la première personne, n'importe qui peut être une caméra. Donc nous, on a engagé quelqu'un qui, en l'occurrence, est Quentin Lelgouache, le 3e réalisateur de Meat Island, qui a travaillé avec nous sur la série et qui est notre chef opérateur. Et là, il est assis à la place passager, et puis après, il y a un peu de montage, il y a des coupes, forcément, comme dans tout film. C'est comme dans la vraie vie. C'est pareil. Il peut décider de descendre de la voiture en cours de route? Oui, il va mourir. Il pourrait, mais il va mourir. Il n'a pas le droit. Ce qui mettrait en péril le tournage et qui ferait perdre beaucoup d'argent. Parce qu'il faut aller à l'hôpital et puis il y a des frais. Ça fait perdre 2-3 heures, donc ouais, ça peut faire perdre. Après, c'est pas moi qui appelle Boris pour dire qu'il a eu un accident. Qui fait quoi à l'image? Alors il y a Quentin en bas ici là, qui filme avec. Donc il a 2 joysticks et des écrans de retour. Victor, le comédien qui est au milieu là. Donc qui joue et lui il se voit à la 3e personne, mais on n'utilise pas les images de son jeu à lui, de son point de vue. C'est donc Quentin qui le filme. Et du coup je suis avec Guillaume autour de Victor. Il y a Boris là-bas qui envoie des mails. Je pense. Derrière il y a Lionel, au fond à gauche il y a Lionel, c'est quelqu'un qu'on a recruté pour la première fois. Parce qu'en fait sur Needs Island il y avait Ekiem qui parlait aux gens, Quentin qui était première caméra, et moi j'étais seconde caméra mais aussi régisseur. Dans le jeu, donc parce que du coup il y a des besoins physiques en fait, donc il faut manger, il faut boire, il faut faire ce genre de choses pour pouvoir continuer à tourner. Donc, il faut nourrir son avatar pour qu'il soit capable de pouvoir tourner en fait tout le temps. Et là pour la vraie vie, je voulais pas faire ça parce que déjà il y a beaucoup de techniques en fait qui est impliquée, et donc on a recruté Lionel qui était à la fois régisseur en jeu et aussi script. Et qui, par exemple, voilà, il suivait Victor avec une voiture en fait, tout le temps. Et en fait, dès que Victor avait un problème, par exemple, il mourait ou il avait soif ou il avait faim, pour que le tournage soit plus fluide, en fait, Lionel, dans sa voiture, il avait des bouteilles d'eau, il avait les fringues de Victor pour qu'il soit raccord à chaque fois sur les plans, si jamais il venait de mourir, qu'on ne le retrouve pas en slip, quoi. Et en fait, il l'amenait aussi partout, là où il avait besoin d'aller, et ça a vachement accéléré le tournage, ce qui nous a permis de tourner. Moi, j'attends vraiment avec impatience un interview de Lionel, pour qu'il raconte un peu comment il a vécu la chose, parce que je pense que c'était très particulier pour lui. Donc c'est un joueur aguerri, il connaissait bien les jeux, tout ça, mais là, d'être déplacé dans une équipe de tournage, aussi un monde qu'il connaissait, mais de faire le lien entre les deux, et de se retrouver là, de voir effectivement. Moi je me souviens qu'il avait un flic qu'il détestait, par exemple. Sur l'île, il y a les mêmes joueurs, donc par exemple, il y en avait un qui joue un policier, il l'aimait pas du tout. Il me disait ah non, c'est lui et tout. Donc il lui arrivait des aventures à lui aussi, en fait, dans l'histoire. Donc c'est intéressant. Et quelles sont les causes de la mort de l'avatar de Victor? C'est la faim, la soif, le fait de tomber en haut d'une falaise, de se prendre un accident. Voilà, ça peut. Vite arrivé. Ça arrive vite. Après, c'est moins problématique que dans Needs Island, donc dans DayZ, l'autre jeu, où là, quand on meurt, on perd absolument tout. Là, on perd absolument tout, mais on peut plus facilement aller à un hôpital et revenir dans l'heure qui suit, quoi. Une des grosses différences entre les deux jeux aussi, c'est que dans DayZ, c'est quelque chose qui se fait tout à pied. C'est un jeu de survie vraiment de puriste, on va dire, où voilà, tout doit se faire à pied, tout est lent, etc. Là, c'est quand même un jeu beaucoup plus, on est censé être dans une société, acheter des voitures qui vont plus vite, etc. Donc du coup, c'est plus simple aussi de tourner à l'intérieur de ce dispositif-là. Est-ce qu'on dévoile beaucoup de la série? Et ça, c'est une question dont je ne connais pas du tout la réponse. Est-ce qu'on dévoile beaucoup de la série, de savoir si Victor a décroché un rôle? Dans le jeu. C'est en tout cas son but initial. Mais après voilà. Oui, je pense que ça aurait été difficile de faire 5 épisodes s'il ne trouvait pas quelque chose à lui, quoi. Alors on n'a pas encore dit, mais 5 ou 6 fois 18 minutes et quelques, on les verra où? Ce sera disponible sur le site d'Arte, arte.tv, et très probablement sur YouTube. Les éditions numériques décideront. Je ne sais pas si c'est automatique ou pas. Je sais pas. Non, c'est pas automatique. C'est pas automatique. Donc sur le site d'Arte, arte.tv, et peut-être sur YouTube.
Juste un mot aussi sur un des métiers aussi qu'on a vu dans le générique, c'est l'étalonnage. Donc effectivement, je m'interrogeais aussi sur l'étalonnage d'images de jeux vidéo. Pour avoir vu Graziella Zanoni étalonner un film d'animation, en l'occurrence c'était Pile, produit par TAT à Toulouse. Comment on étalonne et quelles sont les questions qu'on se pose pour étalonner une image de jeu vidéo? En fait, je pense qu'on se pose les mêmes questions que sur un documentaire classique. Quand on est sur du matériel qui provient de la réalité, je dirais. Sauf que c'est vrai que le jeu a naturellement en fait un étalonnage qui est déjà présent. Donc en fait, quand on joue au jeu, la lumière est déjà présente. On filme pas en RAW flat, quoi, c'est-à-dire pour ensuite pouvoir montrer les couleurs, enfin rehausser les couleurs qu'on voudrait montrer. Mais il y a eu quand même des émotions, des moments où on avait besoin que ça soit plus qu'on soit plus dans des émotions qu'on voulait transmettre en fait à travers l'image. Et avec Graziella, on a posé un petit peu ses envies. Et puis elle a proposé aussi sa patte à elle. Je pense qu'il y a eu un gros travail aussi sur le grain, qui donne en fait aussi une certaine qualité, je dirais même une chaleur, comme on dit souvent, hein, sur l'image, qui permet de regarder ce film aussi à travers le prisme du cinéma. Enfin, il y avait cette envie-là aussi de transformer. C'est de s'approprier aussi un peu ces images-là pour les rendre un peu plus personnelles. Il y avait aussi des choses un peu plus basiques, mais par exemple, quand l'avatar perd du sang dans des aides, s'il est blessé, il voit en noir et blanc au bout d'un moment. Donc il y a des images qu'on a pu récupérer comme ça aussi à l'étalonnage en remettant de la couleur, tout simplement. À la rencontre à laquelle j'ai fait référence à Clément tout à l'heure au Sunnyside à La Rochelle en juin dernier, Marianne Lévy-Leblanc d'Arte répond à une question sur pourquoi Arte est entrée en production, et elle explique le coup de cœur qu'elle a eu pour le projet en développant un petit peu, mais aussi elle souligne une question qui est liée au statut des personnes, des personnages, de leur manière d'être, qui reproduisent volontairement ou pas quelques stéréotypes de la vraie vie. On peut écouter ce court extrait et enchaîner avec un deuxième extrait. Le mélange de ces images ultra artificielles et du son qui lui est tout ce qu'il y a de plus réel est quand même un élément super frappant de cette technique. Une démarche documentaire qui à la fois pose des questions sur alors oui, l'interpénétration, la vraie vie virtuelle, etc., évidemment, mais qui est aussi une critique sociale assez claire dans la façon dont tous ces personnages sont en train de jouer, pour certains de façon ultra stéréotypée, des rôles qu'on rencontre dans la vraie vie, dont certains sont bizarrement pas forcément plus stéréotypés que les vrais gens dans la vraie vie. Enfin, en particulier, il y a des personnages de policiers qui sont super inquiétants parce que, à première vue, ils surjouent le policier. Et puis, en fait, au bout de 2 minutes, on se dit, en fait, dans la vraie vie, parfois, les policiers, ils sont comme ça, ils surjouent le policier. Et d'ailleurs, on ne sait pas si les gens qui sont sous ces avatars de policiers ne sont pas vraiment des policiers. Pardon, messieurs, vous inquiétez pas, je suis pas dangereux. Si, je m'inquiète, oui, vous avez descendu du véhicule, s'il vous plaît. C'est un peu cocasse comme situation. Monsieur, est-ce que vous pouvez au moins me décliner votre identité? Oui, Victor Assier. Monsieur Assier Victor. Vous avez cependant pas de permis à présenter au moment où vous descendez du véhicule, qui plus est à la suite d'un accident. Je suis allé faire de la plongée et on m'a volé mon permis. Donc le temps joue certainement peut-être contre vous, j'en ai pas la certitude, mais quand on est arrivé, le feu était rouge pour nous, donc je suppose très fortement que le feu était rouge de ce côté-là. Vous êtes quand même passé, vous avez réussi à vous attraper les rochers. Vous avez puis à pas là. Soit que les rochers. Surtout si on arrivait 10 mètres plus loin, on en rentrait dedans. Quoi. Attendez monsieur, je crois que en fait j'ai fait un faux mouvement. Ah oui, non mais... J'ai eu le soleil dans les yeux et voilà, ça a fait ça. Ah oui, donc du coup ça n'excuse pas le feu rouge, ça n'excuse pas la vitesse excessive en ville, et du coup vous terminez à avoir un accident. Donc là, plus de peur que de mal, heureusement vous n'êtes pas blessé ni pour l'un ni pour l'autre, on s'en sort bien, mais imaginez ce que ça aurait pu être, je veux dire, n'importe qui là qui traverse la place marchande au moment où vous arrivez, vous l'écrasez, ça part en accident. Alors dites-moi ce qu'on fait alors. Mon véhicule il sera à la fourrière du coup?
C'est ça, c'est-à-dire que là, un dépanneur, quand les entreprises vont ouvrir, parce que là, les entreprises visiblement ne sont pas ouvertes de dépannage, viendra le récupérer, le mettre à la fourrière, et donc, contre paiement de la taxe de fourrière, vous pourrez récupérer votre véhicule. Et par contre, j'attends de voir la gueule du dépanneur quand il va voir comment il va faire pour devoir récupérer le véhicule. Oh, je les ai déjà vu récupérer un véhicule dans la flotte sous la mine de pierre, je m'inquiète pas pour ça. Ouais. Et c'est une île vivante, hein, je veux dire, on a à peu près 10-15 000 personnes sur l'île environ. 7 à 8 000 habitants sur l'île. Je sais pas, moi, dans l'enfant, j'ai lu 15 000, mais oui, c'est possible. Ouais. J'ai vu quasiment personne. Regardez mieux dans ces cas-là, messieurs. Hein, c'est pas parce que les gens ne sont pas devant vous qu'ils ne sont pas là du tout. Et on vous souhaite une très bonne journée, messieurs. Il y a des enfants, vous me dites? Oui, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des personnes âgées. On est dans une ville, c'est normal. La vie suit son cours, j'ai envie de vous dire. D'accord, merci. Bonne journée. Et là maintenant, je vais refaire mon permis à la préfecture, refaire ma carte d'identité, refaire mes papiers d'assurance, puis aller chercher le véhicule à la fourrière. Au terme de cette rencontre, est-ce qu'il y a peut-être des précisions que vous souhaitez, des remarques sur ce que vous venez de voir, des impressions? Je vous en prie, c'est à vous pour quelques minutes. Ouais, une question toute bête, mais vu que le caméraman est un avatar du jeu, comment vous le neutralisez? Parce que les autres avatars peuvent aller le voir, lui parler, essayer d'interagir avec lui, alors que j'imagine que c'est un enjeu pour vous, c'est qu'il serve juste de caméraman, entre guillemets, quoi. On a un très très bon caméraman qui déteste parler aux gens et qui a une manière de remballer les gens qui viennent lui parler assez sèche et naturelle, je dirais. Non, je rigole. Et du coup, ça lui permet d'être là sans forcément qu'on le remarque, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on voit qu'il y a quelqu'un qui ne parle pas, on va pas forcément le voir. Et puis, c'est comme dans la réalité, au bout d'un moment, on s'habitue à ce personnage, on s'habitue à cet avatar, donc en fait, on peut s'habituer à une caméra aussi. Et là, j'avoue que pour ce tournage, ça a été un peu différent parce que, en fait, le personnage, naturellement, en fait, il a un mouvement automatique avec son visage. Et en fait, ça bouge beaucoup. Et à un moment donné, on le voit même faire comme ça, en fait, sur la caméra. Et là, ça, c'est terrible pour nous. Et en fait, du coup, on a trouvé une solution. C'était qu'il mette ses bras derrière la tête. Et en fait, en mettant du coup, il est tout le temps comme ça. Donc c'était encore pire, parce que l'idée c'était de le rendre le plus anecdotique possible, qu'il se fonde un peu. Et finalement là il était là, donc toutes les 10 minutes dans le dérush, on a quelqu'un qui lui dit pourquoi votre copain il a les bras sur la tête? Normalement, quand tu prends cette position-là, ça veut dire que tu es en train de te faire braquer. Ouais, donc en fait, il y avait des fois on était au bord de la route en train de faire je sais pas quoi, et les flics s'arrêtaient, ils disaient ça va, tout va bien et tout va bien monsieur? Oui, tout va bien, qu'est-ce qu'il y a, pas de problème quoi. Oui, mais le monsieur avec les mains sur la tête, là, etc. Et ça nous a beaucoup emmerdé. Ouais. Mais ouais, l'idée, c'est que de le rendre un peu fantomatique. Et Victor dit que c'est un ami à lui qui le suit, et puis il essaye d'éviter le sujet. En général, c'est comme ça qu'on joue. Après, par contre, là, dans la séquence, les policiers lui demandent aussi ses papiers, lui demandent aussi de justifier. Le juge, il essaye d'être le plus minimal possible, juste, c'est tout. Il y a une autre question, voilà. Oui, merci. Ma question c'était un peu ça, c'était comment ça se passe l'interaction avec les vrais joueurs et avec vous, votre équipe de film. En fait c'est ça qu'on a du mal à comprendre quand on regarde, je trouve, c'est parce que tous les autres joueurs que l'on voit, eux ils sont à fond dans leur rôle, dans leurs histoires, et en gros ils viennent interagir avec vous, équipe de tournage. Ouais, bien sûr. Mais en fait, si tu veux, on arrive, on dit... Peut-être préciser qu'il n'y a pas d'équipe de tournage. Là, Quentin, il faut vraiment dissocier le film de la série. Dans le film, ils sont 3, ils sont dans le jeu et ils partent à la rencontre des joueurs et des joueuses tous les 3. Là, pour ce projet-là, il n'y a que Victor et le cadreur.
Et en fait, dès le début de la série, on fait comprendre que... Et un régisseur. Dans le premier, voilà. on a vraiment voulu se faire identifier comme équipe. Et l'idée, c'est vraiment de transvaser une équipe réelle dans un jeu, etc. Là, c'est moins le cas. On est un peu plus incognito, même si finalement, on a fini par rencontrer des personnages à qui on a expliqué tout le processus, etc. Mais l'idée, on est un peu plus, on va dire, en télé-réalité, entre guillemets, avec une caméra qui suit le comédien, et moins dans le déploiement vraiment d'une équipe, tout ça. Donc ça arrive dans la série, mais beaucoup plus tard. Et dans ces images-là, beaucoup moins. On est un peu plus absent, en fait. L'idée, c'est de suivre les épopées de Victor, le comédien, qui galère dans cet univers-là. Et donc le rapport des joueurs à l'équipe, il est d'abord avec Victor, puisqu'il n'y en a pas vraiment avec le caméraman, comme disait Guillaume. Et voilà. Et après, plus tard dans la série, Victor leur explique aussi ce procédé-là, les invite à des discussions dont on sait qu'elles sont filmées, etc. Si, est-ce qu'il y a une autre question? Ce sera justement la dernière question. Grande responsabilité. Oui, si j'ai bien compris, en fait, les personnages qu'il y a derrière les avatars, vous ne les connaissez pas du tout. Pas du tout. Du tout. Non. Est-ce qu'il est arrivé qu'il y ait des personnes, justement, qui reconnaissent leur avatar dans le film et qui vous contactent? Est-ce qu'il y a un droit à l'image par rapport à ça? C'est comme dans la vraie vie, il y a un droit à l'image, pas sur leur image, parce que l'avatar ne leur appartient pas, mais sur la voix, c'est constitutif de la personnalité, donc ça suffit. Et il faut d'ailleurs, et un des rôles de notre régisseur, c'était d'aller voir les personnes après le tournage, leur expliquer qu'on était vraiment en train de tourner un film, parce que la moitié... C'est pas évident. Encore plus dans la vraie vie, les gens ne comprenaient pas que Victor était vraiment un comédien, qui venait du monde réel, qui jouait son propre rôle, c'était hyper troublant pour eux. Et leur demander de signer une décharge de droit à l'image après, c'est terrible. Ils avaient peur de signer une décharge, ils ne savaient pas de quoi on parlait, quoi. Parce qu'en fait, si on arrive, on est dans le jeu, on joue des rôles complètement fictionnels, même Victor joue ce truc-là, donc tout le monde pense que tout est faux. Et là, on arrive en dehors du jeu, on envoie un message, on dit il faut que vous signiez ce truc mais avec votre vrai nom, votre vrai prénom. Et là, c'est en mode mais pourquoi? Parce que comment dire, la caricature, elle est poussée vraiment à l'extrême, dans le sens où on essayait d'expliquer aux gens qu'on faisait quelque chose pour Arte pendant longtemps, jusqu'à se rendre compte qu'il y avait même une chaîne qui parodiait Arte dans le jeu. Donc, quand on leur disait on fait une série Arte, les gens disaient ouais. Une série Arte pour le Arte du jeu. Et après, donc en fait, c'est hyper Arte, compliqué. C'est le vrai Arte. Donc au bout d'un moment, on a réussi à faire comprendre à certaines personnes, mais c'est hyper dur. C'est un tiroir en fait, c'est un tiroir, c'est des jeux qui... C'est une poupée russe de réalité. Ouais. On peut peut-être ajouter qu'il y aura un making-of. Oui, tout à fait. On était une équipe d'Arte venue nous filmer à Anduze, là où on tournait. Et le making-of sortira en même temps que la série. On ne sait pas encore quand elle sortira, mais peut-être en novembre ou en janvier, dépendamment de... J'ai hâte de voir. Ouais, j'avoue. On termine avec Dagot Wave. Tu veux en dire un petit mot? Ouais. C'est un morceau de musique. En fait, ouais, juste rapidement, la communauté de joueurs qu'il y a dans It's Island, qu'on pourra voir ce soir, avait une hymne, une musique qu'ils écoutaient toujours ensemble et qui est présente aussi dans le film et dans laquelle on aime beaucoup aussi les paroles qui sont qui résonnent étrangement avec le virtuel. Et c'est fait à partir d'une bande-son d'un jeu vidéo aussi. Oui, c'est le boss d'un jeu vidéo qui finalement chante la chanson, qui a été complètement remixée par quelqu'un et qui dit je suis un dieu, vous ne pouvez pas tuer un dieu. Eh bien, merci à vous trois. The moon and star come to me through fire and war. Oh, oh, come Nerevar, come and look upon my heart, upon my heart. Oh, lay down your weapons, it is not too late for my mercy. Oh, oh, come and look
How can you kill a god? What a grand and intoxicating innocence. I'm a god. How can you kill a god? Shame on you, sweet Narabar.